Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Max Mathiasin, député de la Guadeloupe, une émission plus ou moins longue, on va dire, et une émission qui sera donc interactive en deuxième partie. Donc, préparez vos questions afin qu'elles puissent être courtes et précises et que nous puissions en récupérer un maximum. Max Mathiasin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors c'est vrai que ces derniers jours, après l'audience judiciaire qui traitait de la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre, on vous a vu particulièrement endolori. Alors comment vous sentez-vous intérieurement? Eh bien, on m'a vu endolori, mais en même temps heureux. Je suis un homme heureux aujourd'hui parce que je me présente face à la population guadeloupéenne, eh bien, le visage clair et le cœur léger. Parce que tout commence, souvenez-vous-en, le 12 novembre 2019, lorsqu'un journaliste, l'un de vos confrères de Guadeloupe Première, m'appelle pour me poser la question comme cela. Monsieur Mathiasin, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur votre demande de levée d'immunité parlementaire? Il a répété la question 2 fois et je lui dis, d'où vous sortez ça? Il me dit, je sors du bureau du procureur. Voilà quelqu'un qui m'annonce qu'il y a une levée d'immunité parlementaire à mon encontre dans une affaire de détournement présumé à la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre et qui me l'annonce en me disant qu'il revient du bureau du procureur alors que moi je n'en suis pas informé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je savais déjà qu'il y avait un complot contre moi. Puisque chacun sait comment fonctionne une régie à la caisse des écoles, j'avais accompli ma mission avec célérité, avec probité, avec honnêteté à la caisse des écoles. J'ai beaucoup servi la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre au moment où la ville de Pointe-à-Pitre était dans des difficultés inimaginables. Donc on a travaillé dans des conditions spartiates, difficiles, mais j'étais au service, quel que soit le poste que j'ai occupé, je me suis toujours mis au service des Guadeloupéens, et donc j'étais au service des enfants et des familles de Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas regardé à cela. Donc j'ai beaucoup aidé la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre, et c'est pour cela que j'étais étonné de me trouver mêlé, et qu'on aille, sans que je sois entendu, convoqué réellement pour être entendu, qu'on passe directement de Max Mathiasin, député, à Max Mathiasin, demande de levée d'immunité parlementaire à mon encontre. Fait, vous l'admettrez, absolument disproportionné eu égard au fait que je n'avais jamais été entendu, même en qualité de témoin dans cette affaire. Donc on est vraiment dans la théorie du complot? On n'est pas dans la théorie du complot. Je crois qu'il y a eu, puisqu'il y a des gens qui reconnaissent, 2 personnes qui reconnaissent le régisseur, notamment, et son adjoint, qui reconnaissent, après garde à vue, etc., avoir détourné de l'argent à la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Mais quant à moi, qui n'étais pas régisseur, parce qu'il faut savoir comment fonctionne une régie dans une collectivité, dans une commune, dans un établissement public, personne, même le maire, n'a le droit de compter de l'argent, de toucher de l'argent ou de contrôler l'argent de la régie. Je m'en suis tenu strictement à cette règle-là, qui est une règle de comptable public, parce que seul le percepteur est patron du régisseur ou du régisseur adjoint, qui sont nommés par arrêté et conforme, c'est-à-dire avec signature conforme de l'autorité territoriale, c'est-à-dire de l'exécutif. Ça peut être le maire ou le président de la caisse des écoles, un adjoint au maire, et le percepteur, c'est-à-dire le comptable public. Et dès lors, le directeur que je suis n'est pas leur patron, puisque c'est le percepteur qui est leur patron, n'a pas le droit d'encaisser d'argent. Je ne pouvais même pas pénétrer dans la régie, puisque la régie était dans un bâtiment où il y avait une porte blindée. Et quand je voulais aller contrôler comment ça se passait, juste comment ça se passait quand il y avait cohue, lorsque les parents arrivaient, il fallait que je frappe, que je montre patte blanche et que j'attende qu'ils veuillent bien m'ouvrir. Voilà ce qui m'a étonné, voilà le coup dur qu'on m'a asséné, sous prétexte que Max Mathiasin est député, Max Mathiasin est un peu gêné, et c'est comme ça que je me suis... Gêné qui? Mais je ne sais pas gêné qui, mais je suis un parlementaire, je suis un Guadeloupéen avant tout. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Je me le suis toujours appliqué à moi. Et je sais toutes les inégalités, toutes les difficultés. Je sais comment la Guadeloupe fonctionne. Mais je me suis toujours, depuis que j'ai été élu parlementaire, et pas seulement, mais le Parlement m'a donné une tribune pour me permettre de dire à la face de la Guadeloupe, de la face du monde, à la face de la France, ce que je pense d'une certaine politique qui est menée en Guadeloupe. Quand les choses vont, je le dis.
Mais quand les choses ne vont pas, je le dis haut et fort. J'ai eu l'occasion d'intervenir, je dirais, avec détermination sur la question des radars. Je me suis opposé à Paris à la fiscalisation de l'eau, c'est-à-dire au fait que l'on fasse payer aux Guadeloupéens, dès lors que vous avez un compteur d'eau, un abonnement, de l'argent, une taxe pour l'eau et ensuite votre abonnement. J'ai eu l'occasion de dire qu'il fallait également faire la lumière sur la question de la consommation de l'argent de l'eau en Guadeloupe. Mais je suis un parlementaire qui est avant tout un Guadeloupéen. Par conséquent, je ne m'étonne pas mais c'est une drôle de manière qu'on a procédé avec un député qui est de la République, parce que si le Parlement, qui m'a auditionné pendant 45 minutes, n'avait pas dit que cette demande de levée d'immunité parlementaire n'était ni loyale, ni fondée en droit, même fondée en droit, mais ni fondée, eh bien peut-être que je me serais retrouvé dans une tourmente où j'aurais été empêché d'accomplir mon travail de parlementaire parce que j'aurais été placé sous contrôle judiciaire avec impossibilité, puisque je n'avais plus d'immunité, avec impossibilité d'aller accomplir mon mandat, de prendre l'avion, aller signer, etc. Pour vous, est-ce que ça signifie que le gouvernement est avec vous? Je ne sais pas si le gouvernement est avec moi ou pas. Un parlementaire n'a pas à se poser cette question. Un parlementaire, le Parlement, c'est un élément fondamental de la démocratie. Et l'exercice de la démocratie exige qu'il y ait un Parlement. Mais ce que je dis tout simplement, c'est que je suis sorti jeudi éprouvé, mais je me suis défendu pied à pied sur un dossier qui ne tenait pas debout du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, je me suis défendu en droit, je me suis défendu en fait, je me suis défendu en preuve. Donc ça va intérieurement pour vous? Eh bien, ça va intérieurement parce que vous vous imaginez, si j'étais sorti de là, mis en examen sur une question de 650 000 euros que d'autres personnes ont détourné, comment je me serais présenté à la face des Guadeloupéens? Qu'est-ce que j'aurais dit aux familles guadeloupéennes? Si, par exemple, moi, qui sais d'où je suis sorti, et je suis sorti d'une famille de DA de l'époque, des années 50, des années 60, 70, où ma mère allait attacher de la canne à Grosse Montagne pour nous élever et nous laisser avec notre grand-mère, comment aurais-je pu expliquer que j'ai sorti un repas de la bouche des enfants? Mais au demeurant, il faut que les Guadeloupéens sachent que quand j'ai vu le dossier, on me reprochait, on a dit que et les gens qui ont détourné de l'argent ont dit que je les ai appelés pour dire de donner à manger aux enfants gratuitement et pour des parents qui ne pouvaient pas payer. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de détourner de l'argent à la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Alors, vous comprenez? Donc, c'est sur une bonne intention? Non, mais je n'ai jamais... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment fonctionne une collectivité. Quand un parent ne peut pas payer, ça arrive. Ça arrive. Vous pouvez même prendre de l'argent dans votre poche pour faire manger l'enfant. Mais il y a le CCAS qui est là pour donner une aide à la famille. Et de ce quoi j'étais conseiller général à l'époque, et le président du conseil général, qui était M. Jacques Gillot, il avait une délégation par délibération de la commission permanente où il pouvait venir en aide à un parent à hauteur de jusqu'à 1 000 euros sans avoir besoin de délibérer en cas de coup dur. Et j'ai porté des dossiers pour les parents, plusieurs dossiers d'aide qui leur ont été accordés, des aides jusqu'à 300 euros. Mais il faut savoir qu'à la caisse des écoles, c'est des prix qui sont modiques, de 1 euro peut-être à 2,50 €. Donc ce n'est pas sur des petits 1,50 € ou 2,50 € que Max Mathiazin se serait servi au détriment de la communauté guadeloupéenne et des enfants de la Guadeloupe en accomplissant une mission. Alors, au-delà de tout cela, quand on parle de vente de 2 véhicules, de cartes d'essence non, mais vous savez... Alors, quand vous entendez tout ça, est-ce que vous dites que tout cela est faux, c'est une injustice? Tout ceci est absolument faux. Mais vous comprenez très bien que lorsqu'on a demandé votre levée d'immunité parlementaire pour une somme aussi importante et qu'on ne l'a pas obtenue, on va être méchant avec vous. On ne vous fera pas de cadeau. Quand le juge m'a parlé de cette histoire de bon d'essence ou de carte d'essence, puisque je n'ai jamais eu ni bon d'essence ni carte d'essence de la caisse des écoles, les bons d'essence ou les cartes d'essence restaient à la comptabilité et ce sont les chauffeurs qui les prenaient pour aller mettre de l'essence dans les voitures, pour aller distribuer les repas dans les 17 réfectoires de Pointe-à-Pitre. Parce qu'il y a 17 écoles à Pointe-à-Pitre. Il y en avait 19 quand je suis arrivé et puis il y en a 17 aujourd'hui, puisqu'il y a eu un regroupement. Eh bien, il y a le président de la caisse des écoles, qui était, non, je ne dirai le nom aujourd'hui, a décidé de prendre 3 véhicules
qui étaient des fourgons, parce que les gens croient que ce sont des voitures de fonction ou des berlines. C'était des fourgons et en leasing. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, je m'explique très bien, on a décidé de donner à la société Datex la préparation et la distribution des repas. C'est la ville qui a décidé dans les écoles. Donc on n'avait plus besoin de ces fourgons depuis 2012. Et ces fourgons sont restés dans une cour où il y avait un groupe de carnaval, une école de danse et les services techniques. Les pièces disparaissaient sur ces véhicules, l'air poussait dans ces véhicules. Et l'autorité territoriale, l'exécutif, a décidé de vendre tout ce qu'il y avait dans la caisse des écoles, les armoires en inox, les cuisines, les casseroles, etc., et les véhicules. Et il y a une délibération qui a été prise par le conseil municipal pour vendre ces véhicules. Et l'acte de cession du véhicule, parce qu'il parle de 2 véhicules, mais moi je connais un véhicule, mais ça c'est pour faire monter la sauce. L'acte de cession a été signé, l'acte de cession, c'est-à-dire le CERFA, a été signé par l'autorité territoriale, le représentant du maire. Et donc pas un fonctionnaire que je suis, parce que j'étais un fonctionnaire sans délégation de signature. Et donc j'ai signé par contre, ce qui était de mon devoir, la facture. J'ai fait établir la facture par le service comptabilité et j'ai signé la facture pour faire entrer l'argent. Et donc je crois qu'il y a une grosse confusion ici qui se fait parce que sous prétexte que c'est M. Mathiazin qui est député, on veut faire porter à M. Mathiazin le chapeau en disant d'autres personnes ont été interrogées, mais c'est de Max Mathiazin que l'on parle. Et quant au bon d'essence et au de carte d'essence, je n'en avais pas. Juste avant, pour qu'on puisse bien comprendre, alors, est-ce que légalement, on pouvait vendre ces véhicules en leasing? Non, ce qui s'est passé, c'est que ces véhicules avaient été pris en leasing. Oui. Ce n'est pas moi qui avais décidé. Et effectivement, comme la caisse des écoles n'avait pas d'argent, de plus souvent, on ne savait pas que la ville était dans de telles difficultés. La subvention de la ville n'arrivait pas à temps. L'argent que les parents payaient, qui représentait à peu près 650 000 euros par année, et 1,95 € par repas de la CAF, qui représentait à peu près 300 000 euros, ça faisait à peu près 950 000 euros. Le plus souvent, il fallait payer le personnel sur cet argent-là. Et donc, il fallait faire des listes de priorités. Et donc, les mandats avaient été établis par le vice-président et la comptable. Ce sont eux qui s'occupaient de ça. Je ne m'occupais jamais d'argent à la caisse des écoles. Je m'occupais de l'administration générale. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai demandé à la comptable, est-ce que cette voiture était soldée? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit d'établir la facture. La facture porte établie par Madame Untel, affaire suivie par Madame Untel, qui était dans l'ordinateur. Et à ce moment-là... Mais c'était un faux. Non, elle s'est trompée. Peut-être que le mandat, je ne dis pas que c'est un faux. Elle a fait une facture qui correspondait à l'entrée d'argent. Mais en réalité, il restait 1 ou 2 traites à payer sur la voiture, à la société de leasing. Mais comme l'a dit M. Untel, le journaliste là, qui a dit que je suis déjà, que l'affaire va passer au tribunal, etc., il a dit que Max Mathiazin n'a ni mis d'argent dans sa poche, ni mis sa main dans la caisse. Et je vous dis une chose extrêmement importante, et je le dis aux Guadeloupéens aujourd'hui qui me regardent. Si j'avais eu un quelconque enrichissement personnel, puisqu'il l'avoue, et l'argent est rentré dans les caisses de la ville de Pointe-à-Pitre, par conséquent, et la ville de Pointe-à-Pitre a payé la société de leasing, et la société de leasing n'a pas porté plainte. La ville n'est pas lésée, mais on veut faire payer à Max Mathiazin ce qui peut représenter peut-être une erreur matérielle, ça existe dans la vie, comme si j'avais vendu une voiture et que j'avais pris de l'argent. Mais il faut savoir que M. Durimel avait déjà porté plainte contre moi à plusieurs reprises, même quand il n'était pas encore maire de Pointe-à-Pitre, pour les mêmes choses, soit disant que j'avais de l'essence, etc. J'avais été entendu, c'est un calvaire. Par conséquent, celui-là même qui dit qu'il ne comprend pas qu'on n'a pas levé mon immunité parlementaire, n'a cherché qu'à me faire du mal depuis quand il était dans l'opposition à Pointe-à-Pitre. Par conséquent, j'ai du mordant, j'ai le moral, j'ai la conscience pour moi, et non seulement je me suis défendu pied à pied, et j'ai montré que je n'étais pas impliqué dans une histoire d'argent et de la caisse des écoles, que les journalistes même disent, ce qui m'accable quelquefois, je ne parle pas de vous, disent que M. Mathiazin n'a pas mis d'argent dans sa poche, etc. Par conséquent, je veux défendre mon honneur jusqu'au bout. Et la vérité va éclater parce que personne ne peut tromper une administration. Les faits sont là. Une délibération, c'est un acte supérieur. Il y a la hiérarchie des normes dans l'administration. Un acte de vente implique
que le directeur puisse faire, à partir du moment où c'est signé par l'autorité, le représentant de l'autorité territoriale, puisse faire entrer l'argent qui correspond à un acte de vente. Donc pour les bons d'essence, vous dites aussi... Mais les bons d'essence, c'est des bêtises. Pourquoi c'est des bêtises? J'explique que je suis vice-président du Conseil général à l'époque. Comme tout, je devais être 4e vice-président du Conseil général. Comme tous les vice-présidents du Conseil général, j'avais une voiture du Conseil général. Ce n'est pas Josette Borel-Lincer ou Théo Gillot qui a instauré cela. Ça existe depuis la nuit des temps. Il y a une délibération où un vice-président a une voiture 24 heures sur 24, une voiture de fonction avec essence. Par conséquent, si je devais prendre de l'essence, ce serait pour qui? Pour quelle personne? Pour ma famille? Alors, je suis resté... Alors, les Guadeloupéens doivent bien entendre. On me reproche de l'essence de 2013, soi-disant, au 31 décembre 2016. J'ai quitté la cause des écoles de Pointe-à-Pitre au mois de mai 2016. Donc, je ne vois pas comment j'aurais pu avoir consommé de l'essence au 31 décembre 2016. La deuxième chose, c'est que j'avais donc la voiture avec l'essence du Conseil général. Le troisième élément, quand j'ai rendu la voiture du Conseil général, puisque je n'ai pas été élu en 2015, le 20 juin 2015, j'ai acheté ma voiture le 21 juin 2015. Le 21 juin 2015, cette voiture, je l'ai encore, avec la carte grise. Le juge le savait. Il le savait. Et je lui ai donné tous mes relevés de compte de 2015 à 2016. Il le savait, il l'avait sur son bureau. Il a voulu me faire une méchanceté parce qu'il ne les a pas lus. Lui-même m'avoue qu'il ne l'a... Par contre, il dit qu'il ne l'a pas lu, mais sur la première page, j'avais tout stabilisé en rose. Il m'a dit, comment se fait-il que vous ayez fait de l'essence 2 fois le même jour dans la même station-service ADR? Et je lui ai répondu, ben, si j'ai fait de l'essence 2 fois le même jour dans la même station-service, c'est que ma femme a dû prendre avec ma carte, a fait de l'essence aussi. A pris du carburant. Et puis, ça s'est arrêté là. Par conséquent, je ne vais pas dévoiler tous les éléments de dossier qui est encore en cours d'enquête et qui n'a pas abouti encore. Le dossier qui a abouti pour moi, c'est le dossier le plus important où je suis sorti blanchi. J'ai fait la preuve de mon innocence sans qu'aucune preuve ne soit retenue, aucune charge ne soit retenue contre moi. C'est cette histoire de 650 000 € de détournement de fonds de la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce qu'un jour, Max Mathiasin, vous avez pensé que faire de la politique au plus haut niveau, comme c'est le cas pour vous, bien sûr, vous auriez eu à faire face à de tels tracas et qui démontrent fatalement que vous êtes un être humain? Jamais. Jamais. Et c'est pour ça que j'étais affligé à ce point quand je suis sorti du bureau du juge, parce que je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours. Mais j'étais à la fois joyeux et affligé, parce que quand j'ai décidé de faire de la politique, et j'ai même les études que j'ai fait des études à la Sorbonne d'économie politique, c'était toujours pour aider mes compatriotes. Il y a de mes condisciples, j'en suis sûr, et de mes amis qui me regardent ce soir, qui savent que j'ai été un militant de la cause guadeloupéenne, que j'ai travaillé avec Félix Proto. Nous avons contribué à cette Guadeloupe que nous avons structurée, que nous avons par Félix Proto. Nous avons construit à l'époque 7 lycées, j'étais jeune. J'avais l'espoir d'une Guadeloupe nouvelle. Nous avons construit des déviations, nous avons fait le vélodrome, nous avons fait l'étoile de région, etc., etc. Jamais je n'ai pensé que cela aurait été cela. Mais, comme vous le savez, la vie, toutes les rencontres de la vie, ce sont des hauts et des bas, ce sont des rencontres. Peut-être que cette rencontre avec celui qui demande la levée de mon unité parlementaire qu'il n'obtient pas était utile pour moi. Mais je me présente aux Guadeloupéens, comme je l'ai toujours dit, en leur disant la vérité, en les regardant dans les yeux, et en leur disant surtout que je ne baisserai pas les bras, j'abandonnerai pas le combat, que quelles que soient les difficultés de la vie, sauf si l'opprobre et la honte avaient été jetées sur moi, mais comme ce n'est pas le cas, comme je sais que ce sont des choses essences, on ne sait pas dire combien, etc. Mais je sais simplement que je continuerai à me battre dans tous les combats à venir pour la Guadeloupe, comme je l'ai déjà fait depuis peut-être une trentaine d'années, où j'ai décidé de servir la Guadeloupe par une vie politique avec des hauts et des bas. J'ai connu des traversées du désert. J'ai été trahi par mes amis en qui j'avais confiance. Je suis resté, par exemple, quand j'ai perdu
mon poste de conseiller général grâce à certains de mes amis que vous connaissez, eh bien, je suis resté 2 ans sans mandat. Et je suis revenu, et il n'empêche que la population de la 3e circonscription a fait de moi le député le mieux élu de la Guadeloupe, avec 65, Et quelles ont été les incidences de rester 2 ans sans mandat? 2 ans sans mandat, ça ne changeait rien à ma vie, parce que quand on est né pour servir, c'est la générosité qui nous porte, c'est la foi qui nous porte. La foi en une Guadeloupe différente, à une Guadeloupe avec une certaine orientation. La Guadeloupe n'a jamais été aussi malmenée qu'aujourd'hui. Et je dis malmenée parce que nous ne savons pas où nous allons. Et il y a à la fois le Covid, et il y a à la fois, si vous voulez, une désorganisation de la conscience totale, de la conscience guadeloupéenne. Et donc, comme nous ne savons pas où nous allons, eh bien, je dis aux Guadeloupéens, quel que soit le sort politique, vous êtes les seuls juges, et vous êtes les juges de paix devant lesquels je me présenterai. Je me présenterai si je sollicite le renouvellement de mon mandat de député. Je me présenterai à vous comme juge parce que vous allez nous évaluer lorsqu'il y a les échéances cantonales qui viennent bientôt ou régionales. Par conséquent... Donc vous avez décidé de vous présenter au régional? J'ai décidé de participer à ce débat des régionales, débat des cantonales. J'ai participé au débat l'autre jour des municipales ADR en allant soutenir des candidats à Basse-Terre comme je le pouvais parce que j'étais un peu malade. Mais ah donc ça ne veut pas dire que vous aurez à cœur de conduire une liste pour les régionales? Ça ne veut pas dire que j'aurai à cœur de conduire une liste pour les régionales. Ça voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu tant de soutien de Guadeloupéens. Et ce qui m'anime aujourd'hui et qui me fait parler avec détermination, avec humilité. Mais ce sont ces mêmes Guadeloupéens qui peuvent vous porter en 2021. Ce sont ces mêmes Guadeloupéens. Ce sont des Guadeloupéens qui m'ont porté en 2017. Et beaucoup de messages d'encouragement. Et d'une manière générale, eh bien, je tiens cette force de là. Lorsqu'on parle de 2021, vous avez un large sourire, donc... on parle de 2021, j'ai un sourire parce que je participerai au débat très fortement. Et puis surtout, je ferai des propositions aux Guadeloupéens. Ce sera autour d'un projet. Et j'ai des amis qui sont avec moi. Et nous travaillons autour d'un projet pour la Guadeloupe au moment où je vous parle. Et je ne sais pas lequel d'entre nous, mes amis, vont choisir pour peut-être conduire une liste. Mais ce qui est certain, c'est que... Alors, quand vous parlez d'amis, vous pensez à qui? Je pense à des amis qui aujourd'hui sont autour de moi, qui travaillent avec moi. Je pense à ceux qui me donnent des conseils. Écoutez, pourquoi j'irai loin? Je parle par exemple, je discute avec le maire de DE, par exemple. Et nous parlons de la question des régionales. Et chacun, l'un et l'autre, se gratifie des conseils. Mais c'est un débat dans lequel, pour ne partir que de ma commune. Donc peut-être que je partirai de ma commune pour aller un peu plus loin. Ouais. Au-delà, avec le recul, est-ce qu'il vous est arrivé un jour, Max Mathiasin, de vouloir tout abandonner et de vous dire, bon, ben, ça ne vaut pas le coup de souffrir personnellement, de souffrir aussi au niveau de votre famille et de souffrir, je dirais, autant pour servir une population? Mais mon meilleur témoin, c'est, je le dis tout de suite, il y a quelques personnes avant tout qui sont autour de moi et qui me tiennent à cœur. C'est bien sûr mon épouse, ma femme. Je lui ai dit, avant d'aller devant le juge, je lui ai dit, si je suis mis en examen pour une histoire, même je suis innocent, je lui ai dit. Mais dans l'absurdité des choses, s'il s'avérait que j'étais mis en examen pour une histoire de détournement de fonds, je ne me présenterai pas aux élections. Et je dis ça la mort dans l'âme, parce que quand on se sait innocent, mais qu'on sait que notre population ne comprendra pas, parce qu'il y a avant tout l'instance supérieure, les juges et tout ce que vous voulez, même si vous prouvez votre innocence, mais ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans quelquefois. Par conséquent, mais aujourd'hui, je ne suis pas découragé. Je me dis que, comme je vous l'ai dit, il y a des épreuves dans la vie. D'autres ont connu des épreuves avant moi, n'ont pas baissé les bras. Et par conséquent, je ne baisserai pas les bras. La seule chose que je dis, c'est que mon professeur de philosophie me disait ce qu'ils appellent en philosophie un syllogisme. Tous les hommes sont mortels. Or, je suis un homme, donc je suis mortel. Mais si je suis un homme, j'ai droit au respect, à la dignité de la personne humaine
Et par conséquent, je me défendrai bec et ongle, je ne baisserai pas les bras. Alors aujourd'hui, Max Mathiasin, puisque vous dites, moi je vais en transparence, je vais en vérité face à cette population guadeloupéenne qui m'a permis d'être le député de la 3e circonscription aujourd'hui. Alors, qui veut vous abattre? Est-ce l'État? Est-ce vos amis politiques qui vous jalousent? Est-ce vos concurrents politiques? Alors, qui veut vraiment la peau, entre guillemets, de Max Mathiasin? Ou est-ce qu'il y en a qui veulent vous piquer, entre guillemets, cette précieuse place que vous avez acquise en 2017? Ben, je pense que nous sommes en démocratie et tout le monde peut convoiter une place. Mais je vais vous dire une chose. C'est que au moment où je ne savais pas qu'il y avait l'affaire Caisse des écoles, je vous le dis, j'étais à Paris. Je ne sais pas qui veut m'abattre, mais je sais qu'il y a des gens quand même derrière ça. J'étais à Paris. Il n'y avait aucune demande de levée d'immunité parlementaire qui était introduite à mon encontre. 2 mois avant, certains me disaient, on m'a appelé pour me dire, Max, monsieur Mathiasin, monsieur le député, attention, on va demander votre levée d'immunité parlementaire. Il y a des parlementaires guadeloupéens qui disaient déjà, il y a que lever l'immunité parlementaire à Max Mathiasin, il se promenait à l'Assemblée nationale pour le dire. Par conséquent, je ne sais pas qui veut m'abattre. Vous avez dit les députés guadeloupéens? J'ai dit parlementaires guadeloupéens et donc même députés guadeloupéens. Mais vous voyez, j'ai bien dit députés sans eux. Mais vous voyez... Ah, sans eux. Vous voyez, écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il y a des gens qui pensent pouvoir faire de la politique en se présentant, en se disant il faut abattre celui-ci ou celui-là. Moi, je veux faire de la politique parce que j'ai un métier à part la politique. D'autres aussi ont un métier. Je n'ai jamais fait de la politique un métier, moi. Par conséquent, je sers le peuple. Je suis avant tout un fonctionnaire territorial en disponibilité. Si je n'étais pas réélu député ou bien si je n'ai pas de mandat électif, je peux toujours reprendre mon métier. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je continuerai à combattre. Mais ne croyez surtout pas que tout ceci est innocent. Ah oui. Voilà. Bien. Dans quel but? Eh bien, je ne sais pas le but. Vous savez, qu'est-ce qui anime les hommes? Qu'est-ce qui font que nous avons des penchants? Et pourtant, nous avons beaucoup pour l'amour, la bienveillance, le partage, la charité, etc. Et pourtant, ce n'est pas toujours ce qui nous anime au sein de notre société. Par conséquent, je ne sais pas dans quel but. D'accord. Max Mathiasin, nous avons déjà beaucoup d'appels pour cette émission, beaucoup de questions pour vous certainement. Nous récupérons une première question et puis je reviendrai avec vous sur certains sujets que j'aurais souhaité aborder au-delà de cette affaire de la Caisse des écoles. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. J'ai une question me concernant, ça n'a aucun rapport avec ce que vous parlez ce soir, mais je me permets, je suis dans la fonction publique territoriale, je suis partie avec l'école de la deuxième chance, une disponibilité, je suis revenue il y a 1 an, et je rencontre énormément de difficultés pour trouver mutation en fait. C'est très compliqué. Si vous auriez des conseils ou des personnes à qui je peux m'approcher pour réussir dans mon projet, ça me tient à cœur. Merci, madame. Madame, vous êtes placée où en ce moment? Vous êtes où? Vous êtes en Guadeloupe? En fait, j'arrive dans la métropole. Oui. Et là, je suis rentrée en Guadeloupe il y a 1 an. Je suis en disponibilité pour une durée de 5 ans. Et donc, vous avez... L'invitation, justement. Et vous êtes de la fonction... Vous étiez de quelle fonction publique? Territoriale. Et donc, vous travaillez dans une... C. Ah oui. Vous travaillez dans une commune, un département? Je travaillais dans une commune. Ouais. Donc... La difficulté, comme un parlementaire, moi j'ai fait beaucoup d'interventions pour mes concitoyens qui sont en France hexagonale et qui me sollicitent.
Alors, j'ai fait beaucoup d'interventions, que ce soit ceux qui sont gardiens de la pour ceux qui sont gardiens de la pénitentiaire ou autres, qui sont dans la fonction, dans l'enseignement. Parfois on réussit, parfois on ne réussit pas. Il faut savoir que ce sont les exécutifs, c'est-à-dire les maires, qui peuvent, puisque vous venez d'une commune ou le département ou la région, qui peuvent vous embaucher. Alors, moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est que parfois ça réussit, puisque je n'ai pas d'autorité territoriale, comme je viens de le dire. Je ne suis pas maire et je ne suis pas président de région de département. Mais vous pouvez hors antenne, si vous voulez, me laisser, vous m'appeler ou alors vous cherchez à avoir mes coordonnées. Vous m'envoyez un mail par mon adresse mail, d'ailleurs que je peux même donner. Hein. Vous m'envoyez un mail par mon adresse mail, vous prenez note. D'accord. max.mathiazin, Oui. @ hotmail.com. Hotmail.com. D'accord. Vous m'écrivez, vous me dites que c'est vous et je vais prendre contact avec vous. Laissez-moi un numéro de téléphone. Ben, je vous remercie parce que j'ai déjà rencontré pas mal de personnes depuis que je suis là et c'est très compliqué. J'ai même eu des attachés parlementaires et très compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas maire de commune ou président de département. Je ne fais pas une promesse ferme. Je vous promets de pouvoir intervenir en votre faveur. Mais déjà pas mal, ça me donne un peu plus de courage. Merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonne soirée. Bonsoir. Max Mathiazin, donc aujourd'hui, vous connaissez la situation de la Guadeloupe et beaucoup de personnes de tout horizon confondu s'accordent à dire que la Guadeloupe est en train de s'enfoncer chaque jour un peu plus. Qu'en pensez-vous? Oui, alors la Guadeloupe s'enfonce un peu plus chaque jour. D'abord, je dirais que il y a eu des aides, des interventions de l'État pendant le Covid, après le confinement, etc. Mais qu'il y en a qui sont aujourd'hui laissés pour compte déjà. Parce que premièrement, nos petites entreprises, nos PME, TPE, puisque c'est le tissu, c'est 90% de notre tissu économique, ont eu beaucoup de mal à avoir accès aux aides mises en place par l'État. Puisque ces aides étaient assorties d'un certain nombre de conditions, il fallait être à jour des cotisations sociales, fiscales, etc. Et la plupart du temps, ces entreprises, du fait de l'étroitesse de leur marché, du fait de leurs difficultés antérieures, n'ont pas pu avoir accès à ces aides. Le deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas comment sont structurées ces aides, qui les ont eues réellement, aucun bilan n'a été fait. Et le troisième élément, c'est qu'on a constaté que le chômage a augmenté au dernier trimestre, parce que je n'ai pas encore les chiffres actualisés, de 4000 personnes en un trimestre, ce qui représente 1% de notre population, plus de 1% de notre population. Moi, je dis, aujourd'hui, j'ai entendu parler de plans de la région, de plans, de sauvetage, etc. Ce qu'il aurait fallu, c'est mettre en place, sauvegarder réellement l'existant. J'ai entendu parler de plan de relance, de sauvegarder l'existant déjà. Il n'est pas un jour où ne se passe une manifestation où les restaurateurs disent, on leur dit de fermer, mais sans qu'on leur dise vraiment à quelle aide ils pourront avoir accès. Les personnes, les entreprises de l'événementiel, de la culture, du sport, etc. sont exsangues. Par conséquent, et vous êtes obligés de fermer, ce sont autant d'emplois qui vont être perdus dans à la région Guadeloupe. Par conséquent, il est urgent de mettre en place un plan de sauvegarde de l'existant aujourd'hui et que ce plan soit visible, que tout soit transparent pour que les Guadeloupéens puissent savoir où nous sommes et que les chefs d'entreprise, ceux qui investissent, les artisans, ceux qui espèrent, les jeunes savent dans quelle direction ils peuvent aller. C'est ça le plus important. Le deuxième élément, c'est que nous avons eu l'occasion de le dire, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, il y a un plan de relance de l'État. L'État dit un plan de relance de 100 milliards. Plan de relance de 100 milliards. Nous représentons 4% de la population. C'est-à-dire que la chance que nous avons, c'est que ce chiffre est un chiffre rond, 100. Nous représentons, nous les Outre-mer, 4% de la population française et on nous dit vous avez droit à 1,5%. Alors que nous avons déjà des retards structurels. Alors que nous avons un taux d'illettrisme chez nous. Donc l'État nous mène en bateau. L'État, à mon avis, à chaque fois
que nous avons à accéder à un principe d'égalité, il faut que nous nous battions 2 fois, 3 fois plus que les autres. Pourquoi? Et parce que nous avons hérité, d'une part, de l'éloignement, mais d'un système qui date, si vous voulez, d'avant la départementalisation de 46, et de 46 à aujourd'hui, il a fallu toujours que les lois s'appliquent de façon décalée chez nous, alors qu'il nous en faudrait plus pour nous mettre au niveau, pour le rattrapage, parce qu'ils ont parlé d'égalité réelle, et quand on parle d'égalité réelle, eh bien, il faut absolument appliquer cette devise d'égalité réelle qui n'est pas appliquée aujourd'hui chez nous. Max Mathiasen, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonsoir, bonsoir, Madame Élise Boiselet. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Max Mathiasen. Bonsoir, madame. Monsieur Max Mathiasen, moi, je voulais vous témoigner de toute ma sympathie dans le moment difficile que vous passez. Je voulais vous encourager parce que, en tant que député de la 3e circonscription, je vous ai vu travailler pour la 3e circonscription. Je vous ai déjà entendu parler, je perds mon mot, pour les Guadeloupéens, réclamer ce qu'il faut, taper du poing sur la table quand il le faut. Je vous encourage, M. Max Mathiasen. Merci beaucoup, madame. Je présume que vous êtes de la 3e circonscription. Je suis de la 3e circonscription, plus précisément de DA. Merci beaucoup. Et en tout cas, je sais que c'est une concitoyenne de DA. Et si c'est une concitoyenne de DA, c'est forcément, je dirais, une parente, enfin une amie. Nous avons... Oui. DA, c'est une grande famille. Oui. DA, c'est une grande famille, je l'ai toujours dit. Et quand j'ai appelé à la réconciliation de la grande famille déisienne, beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais dans cette période difficile, c'est ce qu'il nous faut, c'est-à-dire la grande unité pour la Guadeloupe et pour voir comment nous pouvons présenter un projet, comme nous l'avons fait pour DA, présenter un projet pour la Guadeloupe et pour que nous essayions de relever un peu le pays, relever la conscience guadeloupéenne, la dignité guadeloupéenne pour que nous allions plus loin ensemble. Merci beaucoup, à bientôt. J'y étais dans la réconciliation. Merci beaucoup alors. À bientôt alors. Merci. À bientôt. Merci. Bye. Bon courage. Merci. Bye. Max Mathiasen, alors nous poursuivons puisque on sait que vous êtes proche du pouvoir parisien. Alors il se dit à Bercy, dans les couloirs, que la SEM-SAMAR a été lâchée financièrement par l'État. Est-ce vrai? Je ne sais pas si la SEM-SAMAR a été lâchée financièrement par l'État parce que je n'ai pas suivi, plongé dans ce que j'étais ces derniers jours. Je n'ai pas suivi l'actualité concernant la SEM-SAMAR. La seule chose que je dis, c'est qu'à l'époque où on avait voulu changer madame, la directrice de la SEM-SAMAR, madame Bélénus, madame Romana Bélénus, qui est une Guadeloupéenne valeureuse, qui avait contribué en tant que directrice générale, c'était une femme guadeloupéenne debout, qui était solide, qui avait contribué à faire de la SEM-SAMAR ce que la SEM-SAMAR est devenue. Et quand on a décidé de démanteler la SEM-SAMAR et de la mettre, de l'évincer, je n'ai pas accepté la manière dont on avait agi avec cette Guadeloupéenne qui s'était montrée valeureuse, ardente à la tâche et qui, à mon avis, avait réussi dans son domaine. Je n'en sais pas d'autres, mais ce qu'ils vont faire de la SEM-SAMAR aujourd'hui, je n'en sais pas parce qu'ils ne parlent pas aujourd'hui, ils ne parlent pas aux parlementaires de la SEM-SAMAR. Mais je vais me renseigner. Vous allez vous renseigner et vous nous direz ce qui se passe réellement. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de communes qui, quand même, se sont portées garants de la SEM-SAMAR au niveau des logements. Je sais que l'État avait parlé au moment de démanteler la SEM-SAMAR oui, en plusieurs sociétés, etc. Mais je ne connais pas encore le dossier, je vais m'y pencher. Merci de m'en parler. Merci, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Oui, donc c'est moi. Oui. Bonsoir, Madame Boiselet. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mathiasen. Bonsoir, madame. J'appelle de la télécommune d'Anse-Bertrand. Comme ça, je ne sais pas quoi de circonscription du tout. Oui, c'est de l'autre côté, c'est la deuxième. Voilà. Mais c'est une belle petite commune comme des...
Quand Tout je suis, à fait. quand je suis à Bertrand, j'ai l'impression que je suis un peu ADR quand je suis au bord de mer. Voilà. Merci. J'appelle pour vous encourager dans Merci. cette époque. Merci beaucoup. Et on dit qu'un homme qui pleure, c'est un mauvais homme. Donc, je Merci. suis toute nouvelle en politique cette année et je pense me rapprocher de vous pour que vous me donniez quelques conseils. Eh bien, Alors, bon courage. volontiers, en tout cas, volontiers. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me demander des conseils et qui veulent faire de la politique. Souvent, je leur dis, moi j'ai commencé tôt en politique, c'est très difficile. Il m'arrive, moi qui suis dans la politique, il m'arrive de dire, compte tenu des coups durs que l'on reçoit, il m'arrive de dire à un jeune, tu veux faire de la politique? Je lui dis, n'y va pas. Et s'il... Non, 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 attendez, j'ai pas fini. Et s'il insiste vraiment, à ce moment-là, je lui donne des conseils. Mais mon premier conseil, ce n'est pas de... C'est parce que c'est un monde très difficile, hein, vous voyez. Oui. Mais si vous êtes vraiment décidé, parce qu'il faut que les femmes guadeloupéennes, il faut que les jeunes guadeloupéens participent à la vie Absolument. politique, à la vie économique, à la vie associative, à un projet pour la Guadeloupe, pour que nous soyons des Guadeloupéens, que nous ne disparaissions pas. Eh Voilà. bien, je serai avec vous pour mener ce combat-là et n'hésitez pas à prendre contact avec moi simplement en demandant, vous allez toujours trouver quelqu'un en Guadeloupe qui va vous donner le numéro de Max Mathiazin. Tout à fait. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Merci. Merci, beaucoup, madame. bonne soirée, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, madame. Merci, merci. Max Mathiazin, donc vous avez pleuré récemment, c'est ça? Oui, j'ai pleuré, oui. C'était lorsque vous êtes sorti du tribunal? Non, j'ai pleuré dans le bureau du juge. Dans le bureau du juge. J'ai pleuré dans le bureau du juge. Ouais. Parce que quand mon avocat a plaidé et que le juge a dit après, je n'ai rien à retenir contre vous dans ce dossier, j'avais ma veste sur le dossier de ma chaise. Ça faisait 2 ans que je ne dormais pas. 2 ans que je me disais, si ces gens-là ont dit, 2 personnes qui ont détourné, ont dit, j'ai donné de l'argent à M. Mathiazin, j'aurai 2 témoignages contre moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Quand il a dit, je n'ai rien à retenir contre vous, c'était un moment libératoire. J'ai pris la veste, j'ai caché mon visage dans la veste et je me suis mis à pleurer. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit à mon avocat de parler. Il ne voulait pas parler. Il ne voulait pas parler et je lui ai dit parler. Et parce que le juge m'a demandé si je voulais sortir par une petite porte pour que les journalistes ne me voient pas. Je lui ai dit non, non. Et vous avez communiqué, c'est vous la justice, donc moi je vais communiquer pour dire la vérité aux Guadeloupéens. Mais c'est vrai que j'étais très ému parce que je pensais à ma mère. Cette femme-là, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a quelque chose entre nous qui est très très fort. C'est quand même votre mère, donc ça c'est déjà beaucoup. Donc j'ai pensé à elle, j'ai parlé de mon époux, ma femme, j'ai parlé de mes frères, de mes sœurs, mais de tous les Guadeloupéens qui m'ont soutenu, de tous mes amis qui me regardent aujourd'hui, qui ont confiance en moi. Et c'était un moment très difficile parce que c'était un moment libératoire. Un homme politique qui pleure, quel message on peut sortir de cela? Parce qu'en général, un homme dit « je ne pleure pas », il n'avoue pas pleurer. Et de plus, un homme politique, un député, alors quel message on peut... Non, mais moi j'ai un ami quand j'étais étudiant à Paris qui avait écrit un livre, et le livre s'intitulait, c'est un ami guyanais, « Dieu l'a créé, il a crié ». La première chose qu'un enfant fait, c'est il pleure quand il vient au monde. Et quand vous avez l'impression d'être engoncé dans quelque chose, et que finalement vous réussissez à venir au monde, et c'est presque comme une nouvelle naissance. Donc la première chose qui vient, ce sont des larmes. Parce que j'étais libéré, parce que je renaissais au monde au soleil que l'on m'avait caché pendant 2 ans, au monde que l'on m'avait pris, et à mon bonheur, à la manière dont j'ai passé Noël l'année dernière. J'étais avec comme d'habitude, avec ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs, et les conjoints, les enfants, les petits-enfants. Eh bien, il fallait que je fasse semblant d'être heureux, puisque c'est le jour des enfants, c'est le jour des jeunes, et en même temps, j'étais malheureux. Parce que il y avait peut-être 2 mois que j'avais su que le journaliste m'avait appelé pour me dire qu'on demandait la levée d'immunité parlementaire, que le Parlement m'avait appelé pour me dire que la chancellerie avait transmis le dossier, et donc je ne pouvais pas être heureux. Vous ne pouvez pas faire tant de chemin et que vous arrivez à un moment de votre vie et que vous vous sentez la capacité
de rassembler, de bondir, de faire quelque chose encore pour le pays, d'être tout simplement avec les Guadeloupéens et de faire en sorte que nous soyons ensemble. Nous soyons au sens être ce que nous devons être et que on vous empêche de délivrer un message aux Guadeloupéens. Alors, est-ce que ce soir, puisque nous sommes presque arrivés au terme de cette émission, est-ce que ce soir, Max Mathiasin, vous dites aux Guadeloupéens, je suis debout? Bien sûr, les choses ne sont pas terminées puisque vous aurez encore à vous battre, entre guillemets, mais est-ce que vous leur dites, je suis debout, j'aurai besoin de vous en 2021, soutenez-moi? Je leur dis tout simplement, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui m'aiment, je parle de mes proches, pour tous ceux qui ont vu et qui sont pour la justice, je leur dis, je suis à côté de vous, je suis que seul être, mais nous pouvons partir seuls à 10, nous pouvons être des milliers demain, c'est ce que je leur dis. Nous partons seuls, mais nous pouvons être des milliers. Et ces milliers, nous le serons en 2021. Donc, en clair, est-ce que vous avez bien dit aux Guadeloupéens, je serai du combat des régionales, je suis prêt, je suis debout, je compte sur vous. Je dis aux Guadeloupéens, je serai partie prenante de ce combat des régionales, que nous serons des milliers à être partie prenante de ce combat, que nous avons un message nouveau à faire passer aux Guadeloupéens et que je serai de ceux qui feront passer ce message en toute humilité. Merci Mathiasin d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ne ratez pas le rendez-vous demain à 19h puisque je recevrai le préfet de la Guadeloupe à 19h sur ce plateau même. Excellente soirée à tous. Bonne soirée.